Dans cette vidéo, pourquoi l'activité physique est essentielle à la santé de notre cerveau et centrale dans le combat contre l'Alzheimer. Je vous ai promis une synthèse de tout ce que vous et vos proches pouvez faire par vous-même pour favoriser la santé de votre cerveau. On a vu dans la dernière vidéo que pour la majorité d'entre nous, notre génétique et notre âge ne nous condamnent pas à développer l'Alzheimer. C'est plutôt nos petites décisions quotidiennes, nos habitudes de vie, qui seraient les plus grandes responsables. J'ai divisé ça en 7 catégories, réparties en 3 vidéos. L'activité physique, l'alimentation, la stimulation des neurones, l'amour, les contacts physiques et les relations sociales, la gestion du stress, le sommeil et les autres recommandations. Elles sont toutes importantes, mais aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, l'activité physique. En fait, selon le Dr Sanjay Gupta, la chose la plus importante qu'on puisse faire pour améliorer le fonctionnement et la santé de notre cerveau, c'est l'activité physique. Et la sédentarité serait le principal facteur de risque du déclin cognitif et du développement de démence, incluant l'Alzheimer. Notre cerveau est un puissant ordinateur, composé de quelques 100 milliards de cellules nerveuses ou neurones, reliées entre elles par des connexions qu'on appelle synapses pour former un réseau extrêmement complexe. Le fait que notre capacité à réfléchir, à ressentir des émotions, à contrôler notre corps ou à mémoriser quoi que ce soit dépend de la communication entre ces neurones à travers les différentes connexions, ça me dépasse. Nos neurones sont des cellules vivantes qui ont besoin d'un apport constant en énergie, en oxygène et en toutes sortes de nutriments. Il y a beaucoup de réactions chimiques et beaucoup de déchets ont besoin d'être évacués. Et ça se fait en collaboration avec notre circulation sanguine. La santé de notre cerveau dépend donc de notre santé cardiovasculaire et est aussi affectée par le diabète, le cholestérol et notre niveau d'activité physique, entre autres. Je n'ai pas l'intention de décrire les fonctions de toutes les régions du cerveau, mais je vais quand même vous parler de l'hippocampe. Pour continuer avec l'analogie de l'ordinateur, l'hippocampe nous sert un peu de mémoire vive, enregistre ce qu'on perçoit au fur et à mesure de notre journée et fait le lien entre les différentes parties du cerveau qui analysent les différentes informations provenant de nos sens. Ensuite, pendant notre sommeil, nos expériences jugées plus importantes sont enregistrées dans notre mémoire à long terme. Mais l'hippocampe en conserverait une trace avec le lieu et le moment associés pour continuer de faire le lien permettant d'accéder à la mémoire à long terme. L'hippocampe servirait donc de table des matières pour les souvenirs qu'on garde ailleurs dans le cerveau. Bref, il est au cœur de la création de nouveaux souvenirs, mais aussi du rappel des souvenirs passés en les situant dans le temps et dans l'espace. Pour arriver à gérer une quantité de souvenirs de plus en plus grande tout au long de notre vie, l'hippocampe a besoin de créer de nouveaux neurones à tous les jours. Un processus qui s'appelle la neurogénèse adulte. Et dans un cerveau en santé, il peut s'avérer aussi efficace à 18 ans qu'à 92. Donc, pour que ce soit bien clair, les neurones, c'est les cellules nerveuses qui composent notre cerveau, et les synapses, c'est les connexions entre les cellules. Et si l'hippocampe peut créer de nouveaux neurones pendant toute la vie, le reste du cerveau se contente généralement de créer ou détruire les synapses pour réorganiser son réseau sans créer de nouveaux neurones. Comme on vient de le voir, l'hippocampe joue un rôle très important dans la création de nouveaux souvenirs et dans le rappel de ceux déjà en mémoire. C'est donc pas étonnant que son atrophie semble étroitement liée à la maladie d'Alzheimer et au déclin cognitif. Et même s'il est une des rares régions de notre cerveau à pouvoir créer de nouveaux neurones à l'âge adulte et qui pourrait croître pendant toute notre vie, il perdra au contraire 1% de son volume à chaque année pour la majorité des adultes. Pourquoi? Qu'est-ce qui stimule la neurogénèse ou création de nouveaux neurones dans l'hippocampe? C'est un processus qui a dû se forger à travers des millions d'années d'évolution. Selon Daniel Wolpert de l'Université Columbia à New York, la seule et unique raison pour laquelle nous sommes dotés d'environ 1,4 kg de matière grise et blanche est de produire des mouvements adaptatifs et complexes. Notre cerveau ne se serait pas développé pour se divertir devant un téléviseur ou travailler devant un ordinateur. Notre mémoire et notre capacité de réflexion auraient plutôt évolué pour guider nos actions et nos déplacements en lien avec notre survie. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Comme l'explique le Dr Michael Nels, quand on bouge,
il y a de fortes chances pour qu'on se retrouve confronté à la nouveauté, ce qui nécessite une plus grande capacité de mémoire. Voilà pourquoi les hormones qui sont produites lors d'un effort physique ont aussi pour conséquence de stimuler la neurogenèse. Un exemple de ça chez nos amis les animaux, l'hippocampe de certains rongeurs se développe particulièrement à l'automne, quand ils sont actifs pour cacher de la nourriture en prévision de l'hiver et qui auront ensuite besoin de se souvenir où chercher pour la retrouver. Chez l'homme, quand on fait une activité physique d'intensité modérée, comme une marche rapide, le corps produit une molécule appelée BDNF, ou facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui joue un rôle important dans la survie des neurones et la neurogénèse. Bon, pour éviter de se perdre dans trop de détails, retenez simplement que l'activité physique fait plus que favoriser la santé cardiovasculaire qui assure une bonne irrigation du cerveau. Elle serait aussi le déclencheur de beaucoup de processus complexes d'entretien de notre cerveau et de la neurogénèse adulte. Dans une étude menée sur 120 retraités de 66 ans en moyenne, qui étaient jusque-là sédentaires, la moitié a passé 1 an à marcher en groupe, 40 minutes à tous les jours, pendant que l'autre moitié passait le même 40 minutes à faire des exercices d'assouplissement. Le volume de l'hippocampe des marcheurs a augmenté de 2% pendant l'année, alors que l'autre groupe a perdu 1,4%. On pourrait presque dire qu'un groupe a rajeuni son hippocampe d'1 an, pendant que l'autre a vieilli d'1 an. Une autre étude dans le même genre observait qu'une marche de 3 km par jour coupe de moitié le risque d'Alzheimer par rapport à une marche de 400 mètres par jour. Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez compris le message. L'activité physique est primordiale dans la lutte contre l'Alzheimer et le déclin cognitif. Le docteur Sanjay Gupta écrit « L'être humain a tendance à utiliser tout le temps disponible pour compléter une tâche. Et les gens considèrent souvent l'exercice physique comme la première chose qu'ils peuvent couper quand ils veulent 1 heure de plus pour faire autre chose. Pour lui, c'est inacceptable. L'activité physique est du temps sacré dans son horaire. Et je trouve ça merveilleux. Il ne faut pas se sentir intimidé. Il faut commencer doucement, mais accorder à l'activité physique l'importance et la place qui lui revient dans notre horaire. J'ai lu quelque part que les gens qui n'ont pas le temps de faire de l'activité physique devront tôt ou tard trouver celui d'être malade. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos de la recommandation qu'on retrouve partout d'un minimum de 150 minutes par semaine d'activité physique d'endurance d'intensité modérée, ou de son équivalence de 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Ça veut dire quoi une intensité modérée? Ça veut dire un entraînement cardiovasculaire soutenu qui accélère notre respiration, nous fait transpirer sans être trop intense. On est capable de parler et de faire des phrases complètes, mais pas de chanter. Bon, c'est évident que ces 150 minutes par semaine vont avoir un impact colossal sur votre santé en comparaison avec 0 minutes d'activité physique d'intensité modérée. Même 15 minutes par jour représente un excellent point de départ pour les gens qui partent de zéro. Ça va faire une différence significative et très importante. Mais est-ce que c'est la dose optimale? Est-ce que c'est suffisant pour combler à 100% notre besoin en termes de mouvement et maximiser la santé de notre cerveau? La réponse est non. Et c'est non à 3 niveaux différents. Premièrement, il faut se pencher sur ce qu'on fait en dehors de nos périodes dédiées à l'activité physique. Comme le fait remarquer le Dr Gupta, nous n'avons pas été conçus pour être assis ou couchés 23 heures par jour et ensuite aller au gym ou prendre une marche pendant 1 heure. La meilleure séance d'entraînement possible ne peut pas compenser pour 23 heures d'inactivité quotidienne. La bonne nouvelle, c'est que le simple fait de se lever à chaque heure pour marcher un petit 2 minutes suffit à neutraliser une bonne partie des effets négatifs d'une position assise prolongée. En effet, une étude menée à l'école de médecine de l'Université de l'Utah suggère que de se lever pour marcher 2 minutes à chaque heure suffirait à réduire de 33% le risque de décès sur une période de 3 ans. Donc, en dehors de nos périodes d'activité physique, il faut s'assurer de ne pas rester assis plus d'1 heure à la fois et essayer d'agrémenter notre journée avec un maximum de mouvement. Prendre les escaliers, se déplacer à pied ou à vélo, descendre une station avant notre destination pour marcher un peu, avoir un bureau assis debout, cuisiner, jardiner, tout ce qui vous fait bouger et que vous aimez, pour couper dans le dangereux temps qu'on passe assis. À noter, chaque minute de ces activités physiques de faible intensité est d'une importance capitale, mais elle ne remplace pas les minutes à intensité modérée soutenue. Deuxièmement, nos périodes d'activité physique ne devraient pas se composer uniquement d'activités cardiovasculaires.
que ce soit le programme du Dr. Dean Ornish qui a inversé le déclin cognitif de certains patients atteints d'Alzheimer, celui du Dr. Dale Bredesen ou les recommandations du Dr. Gupta, ils recommandent tous 2, 3 ou 4 séances de renforcement musculaire par semaine. Et ils recommandent aussi d'inclure des exercices de mobilité ou d'assouplissement et des exercices travaillant l'équilibre. Vous allez me demander comment est-ce que ça peut avoir un impact sur la santé de notre cerveau. L'explication ne se limite certainement pas à celle que je vais vous donner, mais quand on travaille notre coordination et notre équilibre, c'est en grande partie géré par notre cerveau. Et plus on fait travailler notre matière grise de différentes façons, plus on en retire des bénéfices. En plus, travailler notre force, notre équilibre et notre mobilité, ça nous éloigne des risques de chute et de blessures qui viendraient limiter notre capacité à être actif physiquement et donc nuiraient directement à la santé de notre cerveau. Donc, en plus de nos périodes d'activité cardiovasculaire, c'est important d'ajouter un peu de renforcement musculaire, d'assouplissement et d'exercice ciblant notre équilibre. Autrement dit, d'ajouter le plus de variété possible dans nos séances d'activité physique. Troisièmement, si on se concentre sur l'activité physique cardiovasculaire spécifiquement, 150 minutes par semaine, c'est très bon. Mais comme on entend partout, si vous en faites plus, c'est encore mieux. Alors c'est quoi? La dose optimale. Le mieux qu'on puisse faire. Dans son livre, le Dr. Gupta parle d'une étude publiée dans le journal médical JAMA en 2015, qui cumule les données de plus de 500 000 personnes sur plusieurs années et compare le lien entre le nombre de minutes d'activité physique hebdomadaire et les décès. Le simple fait de faire de l'activité physique, même si on n'atteint pas la recommandation de 150 minutes, diminuerait de 20% le risque de décès prématuré par rapport à être totalement inactif. Si on atteint 150 minutes par semaine, ça diminuerait le risque de 31%. Mais le maximum de bénéfices revient à ceux qui font le triple de ça, 450 minutes par semaine, qui entraînerait une réduction de 39% du risque. Et pas besoin d'être un athlète olympique. La majorité des gens qui ont eu ces bénéfices faisaient simplement de la marche rapide. Dans l'étude, on ne parle pas spécifiquement d'Alzheimer. Mais comme on a déjà compris que la santé globale est très étroitement liée à la santé du cerveau, on peut supposer que la meilleure dose pour notre cerveau avoisinerait aussi le 450 minutes, ou du moins ça ne peut pas nuire. 450 minutes, ça représente 64 minutes par jour, 7 jours par semaine. Ou 1h15 par jour, 6 jours par semaine. Ou encore 1h30, 5 jours par semaine. Dans ces cas, le Dr. Gupta recommande d'ajouter des activités tranquilles comme une marche plus lente ou une séance de yoga plus douce les jours de congé pour éviter d'être complètement sédentaire. Ça représente un idéal pour la majorité des gens qui sont déjà actifs physiquement. Mais selon votre situation, c'est important de commencer doucement et de progresser lentement. Je répète, la meilleure dose pour vous, si vous partez de zéro, c'est probablement plutôt 15 minutes par jour. Vous en ferez un peu plus la semaine prochaine. Et évidemment, les informations que je donne ici ne remplacent pas une consultation avec votre médecin ou un autre professionnel de la santé, surtout si vous souffrez d'une condition particulière, comme le diabète par exemple. Je pense que c'est très bien de tendre vers le 450 minutes par semaine. Mais gardez en tête qu'avec les 150 minutes recommandées, vous allez déjà chercher 80% des bénéfices. Alors il ne faut jamais culpabiliser, parce que ça non plus, ça ne serait pas bon pour votre santé. On fait de notre mieux, on s'efforce de progresser et on est fier de ce qu'on réussit à faire. On se reprend tout simplement le lendemain ou la semaine suivante si la vie nous a dévié de notre route. Autre point important à souligner, je parle toujours ici d'intensité modérée. Si on se penche sur d'autres facettes de la santé, une intensité plus élevée peut entraîner des bienfaits équivalents en moins de temps et même apporter des bienfaits supplémentaires. Et j'en reparlerai un jour dans d'autres vidéos. Mais selon le Dr. Gupta, quand on parle d'Alzheimer spécifiquement, l'intensité modérée semble être la clé du succès. Parce qu'une intensité plus élevée entraîne aussi la production d'hormones de stress, qui n'est pas nécessairement mauvaise, qui a aussi son importance pour la santé à petite dose, mais qui viendrait contrer un peu les bienfaits du facteur neurotrophique dérivé du cerveau dont j'ai parlé tantôt. Donc, pour l'Alzheimer spécifiquement, on doit s'essouffler et transpirer, mais c'est peut-être une bonne idée de garder l'intensité à un niveau qui nous permette encore de parler et de faire des phrases complètes, du moins pour une bonne portion du temps qu'on investit dans notre activité cardiovasculaire. Bon, pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le plus important, c'est de bouger à tous les jours, de limiter autant que possible le temps assis et de se lever au moins 2 minutes à chaque heure.
de varier nos activités physiques pour travailler aussi la force de nos muscles, notre souplesse et notre équilibre, et visez transpirer au moins 150 minutes par semaine ou 30 minutes par jour. Je ferai éventuellement des vidéos pour vous guider et vous inspirer, des séances d'entraînement pour vous aider à inclure une belle variété d'exercices dans vos semaines. Mais pour l'instant, dans la prochaine vidéo, on attaque un autre gros pilier pour favoriser la santé de votre cerveau et éloigner l'Alzheimer, l'alimentation. Pour vous assurer de ne rien manquer, abonnez-vous juste ici en bas. On se revoit bientôt. Un gros merci aux abonnés. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry